Alors, Caravanier, voyager, agir, si vous avez déjà assisté à des conférences par Facebook et Zoom dans le passé, vous savez que je prends quand même un bon 10 minutes au début pour présenter la compagnie. Cette fois-ci, comme je veux que ce soit rapide, je ne le ferai pas, sauf pour vous dire deux ou trois choses très importantes. Évidemment, je vais vous parler de voyager. Mais je veux juste vous dire aussi que agir est très important pour nous, c'est-à-dire au niveau social puis au niveau environnemental, que notre passage soit positif partout où on va. On sait qu'on cause et qu'on peut causer des dommages, notamment environnementaux avec l'aérien. Sachez que c'est compensé à 100 pour cent. Je vous invite d'ailleurs, vous allez recevoir un mail demain ou après-demain pour vous demander si la conférence a répondu à vos attentes et vous donner quelques liens. Et on va mettre des liens sur des extraits de conférences où on présente la compagnie et on parle de nos engagements éthiques, environnementaux et sociaux. Donc, ceux qui nous connaissaient, vous n'avez pas besoin d'y aller, mais ceux qui ne nous connaissaient pas, je pense que c'est très important d'aller voir. C'est un peu comme quand on va dans une boutique de plein air puis qu'on décide d'acheter du Patagonia pour leur conviction environnementale, d'abord au-delà d'un manteau en Gore-Tex. Gore-Tex, pardon. Un petite histoire quand même. Caravanier est né il y a 23 ans maintenant. C'est une jolie photo prise au 20e anniversaire où on était parti dans le désert du Sahara avec 125 personnes, plus nos invités d'un peu partout à travers le monde. Donc, sur la photo ici, il y a des Sherpas, il y a des Équatoriens, il y a un Tanzanien, il y a un Crétois, il y a un Péruvien, puis il y a tous les gens du bureau. On était quelques 170 personnes à faire une grande méharée et je vous invite au 25e anniversaire où ça va être encore plus grandiose. On a le temps de s'en reparler. Celui qui vous présente la conférence, c'est moi, Richard Rémy. Donc, je suis le fondateur de Caravanier il y a 23 ans. Et sur ma carte d'affaires et sur mon email, c'est écrit fondateur et guide. Le terme, avec les années, la plupart des fondateurs d'entreprises deviennent plus des administrateurs que des gens de terrain. Moi, je suis le chemin contraire. C'est-à-dire que plus ça va, plus je trouve que le mot guide prend de l'importance. Et la dernière année n'a fait qu'amplifier ce sentiment. Alors, je suis d'abord et avant tout un guide et ce soir, je vous guide sur une conférence, mais je vous dis aussi que c'est moi qui va guider, selon toute vraisemblance, il peut toujours arriver des choses, mais selon toute vraisemblance, c'est moi qui va guider le voyage que je vous présente ce soir dans les Coastal Mountains. Alors, jolie photo prise ici, quelque part au Tibet, il y a quelques années, où les dames, je la connais pas, hein, c'est juste elle qui est venue, qui m'a pris par le cou comme ça et en disant prends la photo. C'est rare dans le monde que les femmes sont aussi directives qu'au Tibet. C'est vraiment un endroit fantastique. Tout le monde bouddhiste, hein, tibétain, népalais, ladakhi. C'est un endroit où les femmes prennent vraiment leur place. Alors, voilà pour la courte présentation de votre conférence. Je parle des Coastal Mountains entre fjords et glaciers et je vous mets un petit peu en contexte sur comment s'est fait la conception de ce voyage-là. En temps normal, quand on conçoit un voyage, on rêve d'un endroit, on met des cartes sur une table, puis là, on imagine des choses, et puis on prend l'avion, puis on y va. Le dernier voyage que j'ai fait comme ça a été le Monténégro. Je suis parti sur un coup de tête après avoir guidé la Crète parce que c'était pas si loin. Et puis, j'ai découvert un endroit fantastique, mais j'ai passé 5 semaines à me promener un peu partout. La dernière année, comme vous savez, a amené son lot de contraintes au niveau des voyages, mais qu'à cela ne tienne, après vous avoir offert et parcouru plusieurs voyages au Québec, ben, on se disait qu'il fallait aller faire un tour dans le reste du Canada. Donc, on s'est installé avec des cartes, on s'est installé avec Google, bien sûr, on a fait des recherches. Et puis, on est arrivé à un endroit, donc je passe la photo ici, donc avec mon curseur, vous pouvez voir ici les rocheuses
qui sont peut-être une référence facile pour vous. Et il y a les chaînes côtières, les Coastal Mountains, qui sont ici. Donc, vous avez Vancouver en bas pour vous donner une idée. Et dans le coin du Point Rouge, on a trouvé, vous voyez, il y a des fjords magnifiques et c'est aussi la région de la Great Bear Rainforest. Donc, c'est-à-dire c'est la plus grande forêt pluviale au Canada et probablement une des plus grandes au monde, du moins sous ces latitudes. Alors, c'est certain qu'on voulait aller jouer là. Donc, on s'est mis à chercher et puis Ophélie, qui va être à la période de questions avec nous ce soir, qui nous a trouvé des petites choses absolument fantastiques. Et puis là, on est rentré en contact avec les gens et on a fait ça en Alberta et en Colombie-Britannique à quelques endroits, de sorte qu'on a 6 voyages. Évidemment, on ne pouvait pas aller toutes les faire à pied en un an, puis avec toutes les restrictions, mais on a quand même pris l'avion, 3 guides, et on est allé rencontrer les gens avec qui on va travailler. Donc, ça a été une espèce de repérage éclair. On a quand même passé presque 5 semaines. Ça nous a permis à la fois de rencontrer les gens, mais ça a permis aussi aux gens de nous rencontrer, puis qu'on soit capable, parce qu'on a passé des journées avec chaque personne, de bien établir qui sont nos voyageurs, quels sont les critères de nos voyages. Et puis, les gens et nous, on était tellement contents de se rencontrer en disant « Hey, on va voyager ». Alors, je vais juste vous replacer ça un petit peu. Ceux qui connaissent, vous avez Jasper ici, qui est en Alberta. Vous avez Vancouver en bas. Alors, selon toute vraisemblance, les voyageurs vont arriver en avion à Vancouver et ils vont prendre un avion de Vancouver jusqu'à Anaheim, ici, d'où on va aller les chercher et on va les transférer à un petit lac, le lac Nimpo. Et de là, on va prendre un hydravion puis on va se rendre à notre premier camp de base. Après avoir passé 8 à 10 jours selon les circuits que vous choisissez, on va reprendre l'avion et on va se rendre dans le coin de Bella Coola, où là, on a un autre 2 jours, 2 nuits, 3 jours, très relax. Donc, je vous en parle de façon un peu plus détaillée. Alors, je vous disais qu'on cherchait des endroits particuliers. On s'installe devant une carte, on trouve des massifs de montagnes, on trouve des lacs, on trouve des glaciers. Et puis après ça, on se dit, est-ce qu'on peut y aller? Il y a beaucoup d'endroits au Canada, qui est certainement un des pays les plus sauvages du monde, où il y a des choses fantastiques, mais où se rendre, c'est franchement très compliqué, voire impossible dans le cas d'un voyage guidé, comme on vous offre. Donc, mais entre le lac Louise, où il y a des autobus à pu finir, et ces endroits-là inaccessibles, il y a des endroits difficiles d'accès qui demandent une bonne logistique, mais qui sont quand même possibles. Et c'est ça qu'on vous présente ce soir. Donc, ce voyage-là, vous allez partir du Nimpo Lake et vous allez voler dans un beaver comme ça jusqu'au lac Whitin. Et on parle d'un vol d'une vingtaine de minutes. Et là, vous allez arriver à cet endroit-là où il y a 3 cabines plus une cabine commune. Et puis, après, l'avion repart et pendant les 10 jours qu'on va être là, vous ne verrez pas d'autres avions. Vous verrez personne d'autre, c'est garanti, c'est beaucoup trop loin. Et puis, il n'y a pas vraiment de sentier pour se rendre à cet endroit-là. Et puis, il faut que ce voyage-là marche parce qu'on a décidé, il y a 3 cabines, donc pour une douzaine de personnes, on a décidé de réserver la place au complet pour nous. Donc, quand je dis on va être tout seul, on va vraiment être tout seul. On fait appel, bon, évidemment, les propriétaires des cabines sont les gens qui connaissent le mieux la région et il y en a qui sont, il y a 1 ou 2 personnes là-dedans, le père et le fils, qui sont les guides qu'on engage aussi. Donc, vous allez avoir un guide très, très, très local et vous allez avoir le guide caravanier, en l'occurrence, moi. Moi, je vais m'y rendre à l'avance. Je vais aller faire quelques marches avant, bien sûr, que vous arriviez. De sorte que quand vous allez être là, il va y avoir, comme je vous disais, 2 guides et la possibilité de faire plus qu'un type de randonnée à chaque jour. Avant de vous parler des randonnées, je vous parle de cette première portion-là du voyage. Parce qu'on peut dire qu'il y a 2 circuits, pour être clair. Il y en a un plus modéré, puis il y en a un plus engagé. On va dans les mêmes régions. Le voyage commence de la même façon, c'est-à-dire 4, 5 ou 6 nuits, selon l'itinéraire, où on revient à chaque soir à cet endroit-là.
Alors, on a choisi, comme vous voyez, les cabines, on ne parle pas de luxe, mais pour moi, on parle quand même de charme absolu. Être sur le bord d'un lac où il n'y a personne d'autre que nous et où on a les 3 petites cabines pour moi, il n'y a pas un hôtel dans le monde qui vaut ça. Alors, le confort, il est très correct. Vous voyez un peu à quoi ressemblent les cabines. Donc, et puis, il y a une combinaison, hein, s'il y a des couples, il y a des gens qui sont seuls, on va pouvoir aménager. C'est une des raisons pour laquelle on a pris les 3 cabines pour nous. Euh, Ça nous permet aussi, parce que c'est une famille hein, qui a cet endroit-là, donc ils cuisinent, et puis l'ambiance que ça vous donne, ben, c'est ça. Alors, vous vous levez le matin, il y a des croissants, il y a des brioches, il y a du pain frais. Et puis, bon, vous revenez le soir pizza, par exemple. Évidemment, bon, ils vont avoir de la bière et il y a de la nourriture fraîche qui est transportée en avion, comme vous devinez. Donc, et puis à la fin de chaque journée, ben, il y a des hamacs à la disposition des gens. Et en plus, et là, pour moi, on parle de luxe quand même, il y a aussi un bain chaud. Alors, après avoir fait, parce que ça va être des bonnes journées de marche quand même, hein, après avoir fait ces journées de marche-là, ben, il y a un espèce de hot tub comme ça, avec l'eau à 40 degrés Celsius, chauffée par du bois. Alors, je pense que là, on commence à parler d'un peu de luxe, mais disons du charme total au bord de ce magnifique lac dans les montagnes. On est dans un terrain alpin. Alors, les premières journées, puis je précise encore, là, dans le circuit modéré, on va rester plus longtemps au camp de base avant de déménager où on va faire un peu de camping, alors que dans le circuit engagé, vous allez voir, on va aller vraiment sur du terrain plus glaciaire. Donc, autour de ce lac-là, c'est rempli de prairies alpines, de fleurs, entouré de sommets enneigés, mais on ne va pas faire que des marches dans ces belles fleurs-là. On va aller quand même un peu plus haut. On va aller un peu tâter du terrain pour voir ce qu'il y a à voir autour. Vous voyez ici, et il n'y a pas de sentier. Hein. Dans le fond, à cet endroit-là, il y a quelques dizaines de personnes par année qui vont dans les petits refuges et pas tant de ça, et pas tant que ça de gens qui vont s'aventurer pour aller marcher sur les crêtes. Or, nous, on va y aller. Alors, pas nécessairement un terrain facile, mais vous n'êtes pas chargé. Vous avez juste votre sac de jour. Et puis, je répète, comme on est 2 guides, bien, on pourra aussi se séparer selon la volonté et la force du groupe. Alors, puis, dans la période de questions tout à l'heure, on pourra préciser un peu plus. Alors, si je vous mets ça là, dans les 3 premières, les 4 premières journées, 4 ou 5 premières journées, où on revient au refuge à tous les soirs, ben, c'est le genre de randonnée qu'on va avoir. Les Coastal Mountains, en général, sont plus hautes que les Rocheuses, soit dit en passant. Ils sont moins connus parce que beaucoup plus difficiles d'accès. Et il n'y a pas vraiment de parcs nationaux comme Banff, Jasper, Yoho. Il n'y a pas ce système-là à cet endroit-là. On a aussi accès à des embarcations. Il y a même des stand-up paddles. Il y a des canots. Alors, pourquoi pas aller faire une petite promenade sur le lac? C'est pas un voyage de canot, pas du tout, mais tant qu'à avoir ça, aller voir un coucher de soleil, aller voir un lever de soleil, le chant du huard le matin. Alors, on va en profiter. Et puis, ben, c'est le charme des couchers de soleil, bien sûr. Après avoir passé 5, 6 jours dans ce charme-là, eh bien là, on rembarque dans l'avion. L'avion revient nous chercher sur le lac et nous amène à un autre lac. Ici, on est au lac Ape. Et là, on est dans les airs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pris ce type d'avion-là, mais c'est extrêmement spectaculaire. C'est des Jeeps, hein? C'est des Jeeps des airs. Donc, il va se poser sur le lac. Et vous voyez les glaciers qu'il y a autour. C'est pour ça, là, nous autres, on voyait la carte, on s'est dit, OK, non, mais il faut aller voir ça aussi, sauf que c'est un peu loin à pied. Et c'est là que, bon, ben, en parlant avec les gens de la place, ils disent, ben oui, on peut faire revenir un hydravion, mais bon, ça va coûter plus cher. Effectivement, mais combien de fois dans votre vie vous allez aller marcher dans les Coastal Mountains à cet endroit-là? Fait qu'on s'est dit, on y met le paquet. Donc, l'hydravion revient nous chercher, on se pose sur le lac et là, on va monter un campement. Je vais essayer de différencier les deux circuits. Le circuit modéré, donc le plus facile, on va rester 3 nuits à cet endroit-là, puis on va aller marcher autour. Donc là, on est plus haut en altitude, autour de 2000 mètres, on va monter jusqu'à 3000.
L'altitude n'est pas un vrai facteur, vous allez le sentir, mais c'est pas si important. Donc, et donc, on va rester là et il n'y a pas de portage de bagages parce que tout est transporté avec nous dans l'avion. Et on campe, oui, c'est un peu moins confortable, mais on part juste avec nos sacs de jour. Alors que dans l'itinéraire plus engagé, soutenu, on va faire 3 campements. Donc, on va aller dans 3 camps différents sur le bord des lacs. Et là, il va falloir porter les choses. Ceci dit, on va avoir avec nous 3 porteurs qui vont apporter les choses communes, c'est-à-dire la nourriture et les tentes. Mais vous allez quand même avoir à porter vos choses personnelles, donc sac de couchage, matelas de sol et tout, puis une partie de l'équipement, vous pouvez compter comme 3 ou 4 kilos, 2 ou 3 kilos, genre une tente à porter. Alors, c'est pas autonomie complète, c'est autonomie complète tout le groupe, mais on a de l'aide avec l'équipe locale. Fait que c'est un super compromis entre autonomie complète, comme un voyage dans les Valhallas et Bougaboos qu'on offre aussi, et quelque chose où on n'est que dans des journées en boucle. On est sur le bord d'un lac. Ici, on devine, c'est peut-être pas si évident, mais il y a un glacier en haut qui fond avec, donc l'eau coule. Et puis, le fait d'avoir l'avion qui nous dépose avec notre matériel nous permet d'avoir des petits pack rafts comme ça qui se gonflent et qui nous permettent d'aller nous promener et qui nous permettent aussi, dans nos journées de randonnée, de dire, OK, au lieu de faire tout le tour du lac puis de passer dans des endroits marécageux, on prend le pack raft, on se rend à un endroit et là, on fait notre journée puis on revient. Alors, on a vraiment le meilleur de tous les mondes dans cette histoire-là. On va avoir un beau coup d'œil dans les 2 circuits, que ce soit le modéré ou le plus soutenu. On est aux portes d'un des plus grands champs de glace du Canada, c'est-à-dire des glaciers qui se rejoignent tous pour faire une espèce de calotte glaciaire. Alors, on va aller les voir, on va aller presque marcher dessus dans le voyage modéré. Dans le voyage soutenu, on va vraiment aller marcher dessus. Donc, alors ça nous permet, il ne fait pas nécessairement plus froid le jour, hein, puis la nuit, ça va descendre un peu plus, mais on s'entend, il ne fera pas moins 10. Mais ça nous permet vraiment de nous approcher d'un terrain glaciaire comme ça, qui est hyper spectaculaire si vous n'avez jamais vu ça, que les petites cabines très confortables au départ, là, les glaciers sont un peu plus loin. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de reprendre l'avion pour se rendre là. Ceux qui vont faire le circuit plus engagé, après 2 nuits au lac 8, on va se déplacer pour une nuit et on va aller rejoindre le lac Azur ici pour une nuit. Et après, on va faire une bonne journée où on va marcher sur des moraines. Donc, c'est une plus longue journée, prévoir 8-9 heures de marche, pardon. Et où on va aller planter notre tente pour 2 autres nuits, les 2 dernières, au pied de ce glacier-là, et où là, ça va nous permettre vraiment d'avoir une expérience glaciaire. J'insiste, on va aller marcher sur des glaciers, donc on se parlera des assurances nécessaires, mais on n'a pas besoin du tout d'avoir de formation d'alpinisme. Marcher avec des crampons, c'est pas tellement difficile. On va être encordé parce qu'il y a des crevasses, mais c'est vraiment accessible à tout. Regardez le glacier, on appelle ça un glacier sec, c'est-à-dire que les crevasses, on les voit. On met les crampons. À la limite, sur un type de glacier comme ça, on n'en aurait pas besoin. S'il y en a qui ont déjà fait le voyage de Trek au Groenland, vous savez un peu de quoi on parle. On traverse un glacier, mais c'est facile. Mais c'est surtout extrêmement spectaculaire. Donc, il y a une espèce, c'est pas une initiation à l'alpinisme, c'est juste qu'on veut aller marcher sur des glaciers et puis il nous faut de l'équipement. Alors, d'où la raison aussi pourquoi vous allez avoir 2 guides. Il va y avoir 2 cordées. Et puis, on va se promener sur ce terrain-là. Les glaciers aussi, il y a des grottes glaciaires, alors selon les conditions de sécurité, parce que ça dépend un peu, là, vous devinez que la corde descend, fait qu'il y a quelqu'un qui a pris la photo de l'intérieur, c'est joli quand même. Donc, alors voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et après tout ce temps-là, l'avion revient nous chercher. Et puis, on s'envole, et là, ça va faire soit 7 ou 10 jours, tout dépendant du circuit que vous prenez. Et du camp de base, c'est-à-dire que du lac où on était, on va s'envoler vers Bella Coola, donc dans le coin gauche de votre écran. Et de là, on va se rendre à un autre camp, j'appelle ça le camp relax,
pour les 3 dernières journées. Donc, on va arriver en avion, vous arrivez dans la vallée de Bella Coola, vous avez le village qui est ici en bas. Là, vous voyez les Coastal Mountains, hein? Fait qu'on est vraiment dans ça fait 20 minutes, donc il me reste 3-4 minutes, c'est pas si mal. Donc, vous avez un petit peu à quoi ça peut ressembler, le petit village de Bella Coola, qui est au fond d'un fjord et où on va passer là, mais on ne va pas s'attarder là. On va tout de suite prendre un bateau qui va nous amener à un endroit historique où ils traitaient les poissons à l'époque. Donc, ils faisaient soit sécher, il y avait beaucoup de saumon, et il y a encore beaucoup de saumon dans le coin. Et ils le mettaient même en canne aussi, ils faisaient des conserves avec ça. Et c'est cette petite usine de l'ancien temps qui va être notre camp de base. Donc, on a aussi réservé la place au complet pour nous. C'est transformé en auberge, mais c'est une auberge pour une 12-15 personnes qu'on a réservé pour nous. Vous voyez, on est dans un autre style de charme. C'est un petit peu l'impression quand je vais en Gaspésie, les vieilles maisons, ça me donne un peu cette impression-là. Mais là, ça va être bien relax. Petite marche, ça va faire quand même plusieurs jours, on est en montagne, on fait des bonnes marches. Là, on va se rendre là-bas en bateau. Et puis, le lendemain et le surlendemain, le bateau va nous amener à différents endroits où on va être dans la forêt. C'est la forêt, c'est un rainforest, donc une forêt pluviale. Ça ne veut pas dire qu'il pleut tout le temps, vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'il y a des portions de l'année où il pleut beaucoup, mais qui donnent cette luxuriance-là. Et ça ne s'appelle pas Great Bear Rainforest pour rien. Je vous ai parlé du saumon. Et les chances de voir les grizzlies sont quand même très bonnes. Vous inquiétez pas, on est avec des gens de la place. Et puis, des grizzlies comme ça sur le bord des rivières à saumon sont bien plus intéressés à manger le saumon qu'à nous manger, nous. Alors, c'est dans un environnement contrôlé, mais on pourrait appeler ça un petit safari dans la Great Bear Rainforest. Donc, le voyage va se conclure par ces 2 journées-là et demie où on va aller souper aussi dans un restaurant à Bella Coola. Donc, il va y avoir quand même du temps libre, ça va être relax. Alors, Jeannot, c'est ça? Vous avez une question? En fait, c'est Marie qui va poser la question. Moi, ma première question, c'était le climat. On peut s'attendre à quoi? Écoutez, on y va au mois de juillet-août. À ce temps-là, c'est relativement... on est en montagne, hein, fait qu'il peut toujours pleuvoir, il peut même neiger. Ce qui serait relativement surprenant qu'il neige. Mais sinon, le jour, ça se peut qu'on se promène en short, là. Donc, c'est quelque part autour de entre 15 et 25 degrés. Et quelquefois, quand on marche sur la neige, il peut faire 20 degrés, mais vous avez l'impression qu'il fait 32, 33, là, parce qu'il y a une réflexion sur la neige. Donc, et la nuit, ça peut geler un peu, mais on parle pas de température de moins 10, moins 15. J'aime toujours comparer le voyage que nous, on fait le plus dans le monde, c'est le Pérou, où on va aller dormir à 3000, 4000 mètres. Et là, les températures et la combinaison de la température et l'altitude font qu'on a plus froid. Là, l'altitude ne sera pas un facteur. Le camp de base, les petites maisons sont à 1500, puis le camping va être un peu plus haut, mais ce n'est pas assez pour que ça paraisse, que ce soit considérable. Donc, il ne va pas faire froid, si c'est votre question. Est-ce qu'il y a des moustiques piqueurs? Il n'y a pas, peut-être dans les premières journées, mais là, on est au mois de juillet, juillet-août, il n'y en a vraiment pas. Vous vivez au Québec? La réponse, c'est vraiment pas beaucoup comparé à ici. Donc, non, il n'y en aura pas beaucoup. Est-ce que c'est plus comparable aux Laurentides ou au canton de l'Est? Ah, pas mal plus les cantons de l'Est que les Laurentides. J'ai ma réponse, merci. On est au-dessus du niveau des arbres. On est comme à la fin de la limite des arbres au départ, mais dans nos randonnées dans la journée, on va monter au-dessus de la limite des arbres. Puis la deuxième portion, là, on est complètement dans un monde glaciaire. Puis là, ben, il n'y a pas de moustiques là. On a une question de Geneviève. Oui, je voulais savoir si on est une famille, comment ça marche pour les cabines? Est-ce qu'on peut être 4 en même temps dans un endroit ou?
Ça dépend si les enfants ils chialent beaucoup et qu'on décide de vous séparer. Mais oui, Les bien parents sûr. qui vont chialer, on ne le sait pas. Il y a 3 cabines de 4 ou 5, là, des combinaisons de lits possibles. Là, fait que c'est comme, c'est pour ça qu'on l'a gardé, là, de faire un groupe de 10-12. Le modéré, c'est 12 personnes parce qu'on a la place. Puis après ça, ben, vu qu'on reprend les avions, transport de bagages et tout, qu'on va même marcher sur un glacier, c'est 10 personnes pour le ratio d'encadrement. Mais pour le circuit modéré, c'est 3 cabines, c'est pas un problème. Puis après ça, les tentes, ben non plus, c'est pas un problème. Oui, Richard, moi, pour avoir fait d'autres voyages, quand on s'inscrit, vous fournissez une liste d'équipements à apporter. Là, j'imagine que compte tenu que le différentiel de température, même dans le trek soutenu, est beaucoup moins important que ce qu'on peut vivre là, au Pérou, au Kilimanjaro ou autre, le sac de jour est pas mal moins volumineux. Oui, mais si vous prenez le voyage engagé, là, vous allez avoir besoin d'un plus gros sac parce qu'on va transporter nos choses. Fait que si vous prenez le voyage modéré, c'est vraiment le sac de jour. Mais l'autre, ça va être à plus un 50-60 litres. Là. OK. Mais quand même, au niveau des différentiels de température, on n'a pas besoin de doudoune d'hiver, etc. Là. Fait qu'on a pas mal, quand même moins d'équipement que, par contre, on le porte. Oui, la petite doudoune très mince qu'on porte en hiver ici, là, c'est parfait. Là, ça se pack comme ça, puis pour le soir, c'est parfait. Sac de couchage, un -5, -9 là, dans ce coin-là, là, ça va être assez. Dans les refuges, même pas besoin, de couverture de laine et tout, là, mais fait que non, c'est quand même moins de stock. Là. OK. Merci. Et on a une question de Geneviève. Moi, je me demandais au niveau des vols, jusqu'à Vancouver, il n'y a pas de problème, là, mais après Vancouver, pour aller à Anaheim Lake, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des enjeux? J'ai essayé de regarder, là, puis ça ne semblait pas si évident d'avoir des vols. Ophélie, je te laisse répondre. En passant, je vous présente, là, vous avez deviné qu'il y a Julie qui est écrit Caravagnin, qui s'occupe de la logistique de la conférence. Ophélie, je vous parlais dans la conférence que c'est elle qui a trouvé. Là, on a dit, hey, ça a l'air le fun dans ce coin-là. Puis c'est elle qui est arrivée un matin en disant, hey, j'ai trouvé 3 cabines, une place, ça a l'air le fun. Fait que donc, c'est en partie grâce à elle. Puis c'est elle qui va gérer les inscriptions et tout. Donc, je te laisse te démêler avec les avions, Ophélie. Oui, avec la question des avions. Je vais mettre mon souper au four. Ça prend 30 secondes pendant que tu réponds. Alors, effectivement, les vols, il n'y a rien de simple avec ce voyage parce qu'on reste dans une région qui est quand même assez isolée. Il y a la compagnie locale Pacific Coastal Airlines qui propose des vols internes depuis Vancouver jusqu'à Anaheim Lake ou Bella Coola, qui est aussi l'aéroport, on va dire, un des plus proches. Je pense, parce que j'ai effectivement regardé les vols aussi, je les regarde quasiment à chaque jour là pour voir ce qu'il en est. Je pense qu'ils sont peut-être encore en train de refaire leur programmation parce qu'il y a 2 semaines, il y avait des vols à chaque 2 jours à Anaheim Lake. Là, effectivement, ça a l'air qu'on ne trouve plus rien vers Anaheim Lake, mais il y en a encore sur Bella Coola. Donc, même si on ne peut pas atterrir à Anaheim Lake, pour l'instant, en tout cas, il y a toujours de la programmation de vol à Bella Coola. C'est peut-être à 1h30, 1h45 de route. Oui, bien en fait, moi, là, peut-être que je fais du backtracking, comme on pourrait dire, là, mais en termes de distance de marche dans le voyage modéré, là, on parle de quoi par jour, soit en kilomètres ou en termes d'heures? Oui. Vous allez, je vous dirais en termes d'heures, ça va être du 5 à 5, 6, 7 heures peut-être de marche par jour, mais on va être 2 guides. Donc, on va voir aussi en fonction du niveau de la forme, de la bonne humeur des gens. Fait qu'on va pouvoir moduler ça parce qu'il va y avoir 2 guides. Et puis, fait que c'est pas un problème. Hein. C'est ça l'avantage de revenir au camp, au même campement le soir. On se permet justement d'offrir deux niveaux différents. Donc, les dénivelés sont pas… En fait, je vous dirais que probablement que la difficulté, il n'y a pas vraiment de sentier. C'est un des plaisirs, c'est qu'on est vraiment tout seul. Les marches sur moraine, c'est pour ça que je ne vous donne pas de kilométrage. Parce que je ne les sais pas. Puis d'expérience, je sais que marcher sur une moraine, on ne marche pas vite. C'est extrêmement spectaculaire parce que c'est souvent une crête, mais il y a beaucoup de cailloux, fait qu'on ne marche pas vite.
Alors, c'est pour ça que ça se transforme plus en 5-6 heures de marche par jour. Mettons à 3 heures le matin, on arrête, s'il fait beau, on prend notre temps en masse pour dîner. 2-3 heures l'après-midi, on arrive et on a le temps de profiter de la place. On est quand même pas mal au nord, hein? Je me souviens pas du parallèle, mais les journées vont être longues. Donc, on va avoir le temps de profiter de la place. Est-ce que vous avez une idée du dénivelé qu'on va faire par jour? C'est pas énorme. C'est pas parce qu'on part à 1500 pour la première portion. En fait, si parlez-vous du modéré ou vous parlez du soutenu? Bien, les deux, là, juste pour pouvoir comparer. Oui. Encore une fois, je vais vous dire, c'est le nombre d'heures qui compte parce que, en fait, s'il y a beaucoup de dénivelé, ça veut dire que le terrain ne sera pas trop difficile. Et si on est vraiment sur des moraines et tout, bien, le dénivelé va être plus modéré. Il y a une bonne journée qui est la journée entre le lac. Bon, il y a 3 lacs dans le plus soutenu. Il y a le lac Whitten, il y a le lac Ape, puis il y a le lac Jacobson à la fin. Cette journée-là où on part du deuxième lac pour se rendre au troisième, c'est une bonne journée. On peut peut-être parler de 7-8 heures de marche, mais c'est les dernières journées. Fait que vous allez, soit si vous n'êtes pas en forme, vous allez être bien fatigué, mais sinon, vous allez avoir eu le temps de vous mettre en jambe, appelons ça comme ça. La nourriture, il va nous rester une journée et demie, 2 jours de nourriture. Et puis, on vient puis on pose le campement pour 2 jours après. Alors, oui, il y a une bonne journée, mais après ça, quand même, on a 2 nuits. OK. Mais là, est-ce qu'on parle de, mettons, 1000 mètres de dénivelé, 500 mètres dans les Entre les deux. Ouais. Entre les deux. Il n'y aura pas de... Vas-y, Ophélie, oui, tu as un peu de... C'est exactement ça. Je pense que la journée, une des plus soutenues avec le plus de dénivelé est entre 900 et 1000 mètres. Puis ça, c'est vraiment peut-être 1 ou 2 journées dans le voyage soutenu. Le reste, que ce soit modéré ou soutenu, c'est entre 5, 6, 700 mètres de dénivelé. Là, c'est pas mal la moyenne. OK. Merci. Merci. Sylvie? Oui, ma question, moi, c'était les billets d'avion. Est-ce que c'est nous qui réservons nos propres billets pour l'ensemble du voyage ou bien si on peut faire ça par caravanier? Absolument. Vous pouvez faire ça avec nous autres. On vous encourage à le faire, notamment pour la portion Vancouver et Bella Coola ou Anaheim. Bon, ben merci. Si vous n'avez pas soupé, je vous souhaite un bon appétit et puis j'espère vous croiser là-bas. Vous n'hésitez pas à poser des questions à Ophélie et puis ben voilà. Merci beaucoup.